Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de réflexion et de méditation. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui pour une exploration approfondie d'une question qui touche au cœur de notre existence. Qu'est-ce que le moi ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question essentielle qui a captivé les esprits à travers les âges. Qu'est-ce que le moi ? Cette question nous invite à explorer qui nous sommes vraiment, au-delà des apparences et des rôles que nous jouons chaque jour. Comprendre cela peut nous aider à vivre de manière plus consciente et pleinement engagée. Depuis l'Antiquité, des penseurs comme Socrate, Descartes et plus récemment des neurologues et psychologues ont tenté de définir ce que nous entendons par moi. Est-ce simplement notre conscience, notre collection de souvenirs ou quelque chose de plus insaisissable ? Partie 1. Définition et perspective philosophique. Qu'est-ce que le moi ? Le moi est souvent considéré comme le noyau de notre identité, notre sens de soi. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Pour certains, c'est la somme de nos expériences et mémoires. Pour d'autres, c'est une entité plus profonde et plus mystérieuse. Dans cette section, nous allons explorer ces différentes définitions. Quelles sont les perspectives historiques sur le moi ? Prenons d'abord le point de vue de Descartes, qui a proclamé « Je pense, donc je suis ». Cela suggère que notre capacité à penser est la preuve de notre existence. Mais cette idée a été contestée et enrichie par de nombreux autres philosophes. Par exemple, David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, a soutenu que le moi n'est rien d'autre qu'un faisceau de perceptions sans substance fixe. Selon lui, nous n'avons pas une identité stable, mais plutôt une série d'expériences enchaînées. Dans la tradition bouddhiste, le moi est souvent considéré comme une illusion. Le Bouddha a enseigné que l'attachement à une notion fixe de soi est la source de la souffrance. En comprenant que notre moi est impermanent et interdépendant, nous pouvons nous libérer de cette souffrance. Ces perspectives nous montrent que la notion de moi est loin d'être simple. Elle varie selon les cultures, les époques et les systèmes de pensée. Le moi est la conscience. La conscience joue un rôle crucial dans notre perception du moi. Elle est comme un miroir dans lequel nous nous observons. Mais quelle est la nature de cette conscience ? Est-ce une entité distincte ou simplement un produit de notre cerveau ? Dans les traditions spirituelles, la conscience est souvent vue comme une force unificatrice qui transcende le moi individuel. En méditation, par exemple, on cherche souvent à observer nos pensées et nos émotions sans s'y identifier, ce qui nous permet de ressentir une connexion plus vaste avec le monde. En neurosciences, la conscience est étudiée comme un phénomène émergent du cerveau. Les chercheurs explorent comment différentes régions du cerveau interagissent pour créer notre expérience subjective. Par exemple, des études sur des patients avec des lésions cérébrales ont montré que la perte de certaines fonctions peut altérer profondément la perception de soi. Dans la philosophie moderne, des penseurs comme Thomas Nagel ont exploré la question de la conscience en posant des questions comme « Comment cela fait-il d'être une chauve-souris ?» Cela soulève des questions sur la nature subjective de l'expérience et comment nous pouvons comprendre la conscience des autres êtres. Ces différentes perspectives nous montrent que la conscience et le moi sont des sujets riches et complexes qui méritent une exploration approfondie. Partie 2. La conscience et la pensée. La nature de la pensée. La pensée est un processus complexe qui implique la manipulation de symboles, de concepts et d'images dans notre esprit. Elle nous permet de raisonner, de résoudre des problèmes et de planifier pour l'avenir. Mais quelle est la relation entre la pensée et la conscience ? Dans la philosophie occidentale, la pensée est souvent considérée comme un attribut fondamental de la conscience. Descartes, par exemple, a identifié la pensée comme la preuve de notre existence, mais cette vue a été contestée par des penseurs comme Martin Heidegger, qui a suggéré que notre être est plus fondamental que notre capacité à penser.
Dans les traditions spirituelles, la pensée est souvent vue comme un outil utile, mais aussi comme une source de souffrance. Par exemple, dans la méditation bouddhiste, on apprend à observer ses pensées sans s'y attacher, pour réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. La conscience sans pensée. La conscience sans pensée est un état où nous sommes pleinement présents et conscients, mais sans être absorbés par le flux de nos pensées. Cet état est souvent décrit dans les traditions spirituelles comme un état de paix et de clarté. Dans la pratique de la méditation, cet état peut être atteint en se concentrant sur la respiration ou sur un objet de méditation, tout en permettant aux pensées de passer sans s'y accrocher. Cet état de conscience pure est souvent décrit comme un sentiment de paix profonde et de connexion avec le tout. Les neurosciences commencent à explorer cet état à travers des études sur la méditation et la pleine conscience. Des recherches ont montré que la pratique régulière de la méditation peut entraîner des changements dans le cerveau, notamment une réduction de l'activité dans le réseau du mode par défaut, qui est associé à l'esprit errant et à la rumination. Ces découvertes suggèrent que la conscience sans pensée n'est pas seulement un idéal spirituel, mais un état accessible qui peut avoir des bénéfices concrets pour notre bien-être mental et émotionnel. L'observateur de la pensée. Un autre concept clé dans l'exploration de la conscience est l'idée de l'observateur ou du témoin qui observe la pensée. Cette notion est centrale dans de nombreuses traditions spirituelles et pratiques de méditation. Dans cette perspective, nous ne sommes pas nos pensées, mais plutôt l'espace conscient dans lequel elles apparaissent. En cultivant la capacité d'observer nos pensées sans nous y identifier, nous pouvons développer une plus grande clarté et une plus grande liberté intérieure. Cette pratique peut être cultivée à travers la méditation, où l'on apprend à observer ses pensées comme des nuages passant dans le ciel. En faisant cela, nous pouvons commencer à voir que nos pensées sont temporaires et qu'elles n'ont pas à nous définir. En psychologie moderne, cette idée est reflétée dans des pratiques comme la thérapie cognitivo-comportementale, où l'on apprend à observer ses pensées sans les accepter comme des vérités absolues. Cela peut aider à réduire l'anxiété et la dépression en créant une distance entre nous et nos pensées négatives. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une plus grande présence et une plus grande paix intérieure. Nous pouvons apprendre à répondre aux défis de la vie avec plus de clarté et de sagesse, plutôt que de réagir de manière automatique et conditionnée. Partie 3. Exploration scientifique. Neurosciences et le moi. Les neurosciences modernes nous offrent des perspectives fascinantes sur la façon dont notre cerveau crée notre sens de soi. Des études ont montré que notre sensation d'identité est le résultat de processus neuronaux complexes. Par exemple, le scientifique Antonio Damasio a proposé que notre sens de soi émerge de l'intégration de signaux corporels et cognitifs dans le cerveau. Selon lui, notre conscience de soi est ancrée dans notre corps à travers ce qu'il appelle le sentiment de soi. Une autre approche intéressante est celle des expériences de dissociation, comme celles vécues par des personnes ayant des troubles de l'identité ou sous l'effet de certaines drogues. Ces expériences montrent à quel point notre sens de soi peut être malléable et dépendant de notre état mental et physique. Des recherches récentes en neuroplasticité montrent également que notre cerveau est capable de se réorganiser en fonction de nos expériences. Cela signifie que notre sens de soi peut évoluer tout au long de notre vie en réponse à nos apprentissages et à nos environnements. Ces découvertes nous invitent à voir le moi non pas comme une entité fixe, mais comme un processus dynamique et en constante évolution. Psychologie du moi. En psychologie, le concept de moi a été exploré par des théories comme celle de Sigmund Freud et Carl Rogers. Freud a décrit le moi comme une partie de notre psyché qui médit entre nos désirs inconscients et la réalité externe.
Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne, a souligné l'importance de l'estime de soi et de la congruence entre notre expérience réelle et notre concept de soi. Selon Rogers, une personne est en bonne santé psychologique lorsque son soi perçu correspond à ses expériences réelles. La psychologie moderne continue d'explorer ces idées en étudiant comment notre identité se forme et se transforme tout au long de notre vie. Par exemple, des recherches sur l'identité narrative montrent que nous nous racontons constamment des histoires sur qui nous sommes et que ces narratives jouent un rôle crucial dans notre bien-être. Ces perspectives psychologiques nous montrent que le moi n'est pas seulement une question de philosophie ou de neurosciences, mais aussi une construction sociale et narrative qui évolue tout au long de notre vie. Partie 4. Dimension spirituelle. Le moi dans les traditions spirituelles. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le moi est considéré comme une illusion à transcender. Par exemple, dans l'Advaita Vedanta, une école de pensée hindoue, le moi individuel est vu comme une manifestation de la conscience universelle, ou Brahman. La réalisation de cette vérité est considérée comme la libération ultime. Dans le bouddhisme, l'enseignement de l'anatta, ou non-soi, suggère qu'il n'y a pas de moi permanent ou immuable. Plutôt, ce que nous considérons comme notre moi est un assemblage temporaire de composants en constante évolution. Cette compréhension peut mener à une plus grande compassion et à une réduction de la souffrance. Le soufisme, la branche mystique de l'islam, enseigne également que le vrai soi est caché derrière les voiles de l'ego. À travers des pratiques comme la méditation et la danse, les soufis cherchent à transcender l'ego pour atteindre une union avec le divin. Ces traditions nous offrent des outils précieux pour explorer et transcender notre identification limitée avec le moi individuel. La pleine conscience et le moi. La pratique de la pleine conscience est un outil puissant pour explorer la nature du moi. En observant nos pensées et nos émotions sans nous y identifier, nous pouvons commencer à voir à travers l'illusion d'un moi fixe et permanent. Par exemple, lors d'une séance de méditation, nous pouvons observer comment nos pensées et nos émotions surgissent et disparaissent comme des vagues à la surface de l'océan. Cette observation nous aide à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées ou nos émotions, mais plutôt l'espace conscient dans lequel elles apparaissent. Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience peut entraîner des changements dans le cerveau, notamment une augmentation de la matière grise dans des régions associées à la conscience de soi et à la régulation émotionnelle. Cela suggère que la méditation peut non seulement nous aider à comprendre la nature de notre moi, mais aussi à transformer notre relation avec lui. En intégrant la pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une plus grande présence et une connexion plus profonde avec notre véritable nature. Transcender le moi. Transcender le moi ne signifie pas perdre notre identité individuelle, mais plutôt réaliser que cette identité est une partie d'un tout plus vaste. Cette réalisation peut mener à une plus grande compassion, à un sentiment de connexion avec les autres et à une réduction de la souffrance personnelle. Des pratiques comme la méditation, le yoga et même des activités artistiques peuvent nous aider à transcender notre identification limitée avec le moi. En nous connectant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous pouvons trouver un sens plus profond et une paix intérieure. Dans la tradition bouddhiste, cette transcendance est souvent associée à l'éveil, ou bodhi. C'est un état de claire compréhension dans lequel on voit la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions de l'ego. Dans le christianisme, des mystiques comme Maître Eckhart ont parlé d'une union avec Dieu qui transcende l'ego individuel. Ces expériences de transcendance, bien que souvent décrites comme ineffables, nous offrent un aperçu de ce qui se trouve au-delà de notre moi limité. Elles nous rappellent que nous sommes tous interconnectés et que notre véritable nature est plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Partie 5.
Application pratique. Comment cultiver une compréhension saine du moi? Cultiver une relation saine avec notre moi implique des pratiques qui nous aident à nous connecter avec notre véritable essence. L'une de ces pratiques est la gratitude. En prenant le temps chaque jour de reconnaître ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons cultiver un sentiment de contentement et de plénitude. Une autre pratique importante est la compassion envers soi-même. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. En apprenant à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offrons aux autres, nous pouvons commencer à dissoudre certaines des barrières que nous avons construites autour de notre moi. La réflexion est également une pratique puissante. En prenant le temps de réfléchir sur nos expériences, nos émotions et nos actions, nous pouvons développer une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce qui est vraiment important pour nous. Enfin, l'engagement dans des activités qui nous passionnent et qui nous permettent de nous exprimer pleinement peut nous aider à cultiver une relation plus saine avec notre moi. Cela peut inclure des activités artistiques, sportives ou tout autre passe-temps qui nous permet de nous connecter avec notre essence la plus profonde. Exercice de réflexion et méditation guidée. Pour approfondir notre compréhension du moi, je vous invite maintenant à participer à un exercice de méditation guidée. Trouvez une position confortable, fermez les yeux et commencez à porter attention à votre respiration. Respirez profondément et lentement en vous permettant de vous détendre de plus en plus à chaque expiration. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Qui suis-je au-delà de mes rôles sociaux, de mes possessions et de mes accomplissements? Prenez quelques instants pour explorer cette question en silence, en observant les pensées et les sensations qui émergent sans vous y attacher. Prenez un moment pour ressentir cette question profondément. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui reste lorsque vous retirez toutes les couches de votre identité sociale et personnelle? Intégration dans la vie quotidienne. Comment cette compréhension du moi peut-elle enrichir notre vie quotidienne? En étant plus consciemment présent, nous pouvons choisir des actions qui sont alignées avec nos valeurs les plus profondes. Cela peut signifier prendre des décisions qui reflètent notre véritable essence plutôt que de répondre aux attentes des autres ou aux pressions sociales. En cultivant une conscience plus profonde de notre moi, nous pouvons également développer une plus grande empathie et compassion pour les autres. En réalisant que nous sommes tous interconnectés, nous pouvons commencer à voir le monde avec des yeux plus ouverts et plus aimants. Enfin, cette compréhension peut nous aider à naviguer les défis de la vie avec plus de grâce et de résilience. En sachant que notre moi n'est pas fixe, mais en constante évolution, nous pouvons aborder les changements et les défis avec une plus grande flexibilité et une ouverture d'esprit. Conclusion. Résumé des points clés. Aujourd'hui, nous avons exploré le concept de moi à travers différentes perspectives philosophiques, scientifiques, spirituelles et pratiques. Nous avons vu comment le moi peut être à la fois une construction complexe et une illusion à transcender. Cette exploration nous invite à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir partagé ce temps de réflexion avec moi. Je vous encourage à continuer cette exploration dans votre vie quotidienne à travers la méditation, la lecture et les conversations profondes. Rappelez-vous que la compréhension du moi est un voyage, pas une destination. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche un peu plus de notre véritable essence. Je vous invite à prendre un moment chaque jour pour vous connecter avec votre moi le plus profond, que ce soit à travers la méditation, la journalisation ou simplement en prenant un moment de silence. Ces pratiques peuvent vous aider à cultiver une compréhension plus riche et plus nuancée de qui vous êtes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure intérieure.
Merci de votre présence et de votre ouverture d'esprit. Encore merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu qui nourrit l'esprit et le cœur. À très bientôt pour de nouvelles aventures.